Bonsoir à tous, bienvenue dans 24 heures en question, l'un des derniers numéros du mois de juillet. Et on va donc ce soir faire un premier bilan de cette première partie d'été compliquée pour Emmanuel Macron. En un mois, la popularité du président a chuté de près de 10 points. Lui pense, entre autres, que c'est parce qu'on n'explique pas assez bien le sens de sa politique. Mais justement, dans quel sens veut-il emmener la France, et notamment sur le plan économique? Nous avons intitulé l'émission d'aujourd'hui Emmanuel Macron, réforme en quête de sens. Et autour de moi, pour en parler pendant toute la durée de cette émission, Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Bonsoir. Nicolas Tenzer, politologue, directeur de la revue Le Banquet et président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Et puis André Berkoff, journaliste politique. Et enfin, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et chargé d'enseignement de droit public. C'est la deuxième fois que j'ai failli dire directeur à chaque fois que je vous invite. Question très générale à vous tous. Comprenez-vous, depuis 3 mois de prise de pouvoir d'Emmanuel Macron, le sens qu'il veut donner à sa politique? Dominique de Montvalon. Ça vient progressivement et c'est très normal parce que c'est une véritable révolution qu'il a souhaité et qu'il a réussi jusqu'à présent. Je veux dire, pour reprendre son vocabulaire, faire s'écrouler le vieux monde, faire émerger à l'Assemblée une majorité inattendue et massive, venue de nulle part et qui doit trouver ses marques. Si je pense à deux faits, si je choisis, par rapport à votre question, deux faits majeurs de ce mois de juillet, parce qu'on arrive presque au terme, je pense évidemment, il y a d'autres choses, ça ne se résume pas à deux faits, mais je pense évidemment au départ du général de Villiers, le chef d'état-major des armées, et plus récemment, je pense à la décision, même si le mot de nationalisation n'est pas prononcé, et même récusé, on va dire avec des guillemets, la nationalisation temporaire des chantiers navals de Saint-Nazaire. On va voir comment tout ça tourne, mais ce sont chaque fois des décisions du président Jupiter, des décisions qui ont chaque fois surpris, on va dire en bien, en mal, en bien, j'en sais rien, ça dépend de l'opinion de chacun, et elles manifestent qu'on n'est pas, mais c'est pas une critique de ma part, c'est une observation simplement, on n'est pas sur des rails classiques. Donc on n'a pas fini d'être surpris. André Berkoff, c'est ça la nouveauté d'Emmanuel Macron aussi? Écoutez, je crois qu'il y a vraiment à séparer deux choses. D'abord en matière de symboles, de formes, d'esthétique. Ça alors, il a été, je dois dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, un sans faute. Je m'explique. C'est pas une question de fond. Après, sur De Villiers et compagnie, comme disait Émilie, qu'on peut avoir ses jugements. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris totalement le contre-pied, non seulement de Hollande, mais de Sarkozy, la manière dont il a reçu Poutine, Trump, tous les symboles qu'il a pris, et puis effectivement, cette majorité au goût étrange venue d'ailleurs, qui titube un peu, mais ça c'est normal, c'est le néophyte, ça vient, etc. Ça c'est vrai. Maintenant sur le fond, reste à voir, est-ce que sur le fond, il y a vraiment le monde nouveau? Et ça, j'en suis beaucoup moins sûr, on va en discuter, mais je suis moins sûr de voir apparaître l'éblouissante luminescence du monde nouveau dans ce qu'il fait jusqu'à présent. Benjamin Morel, c'est quoi le macronisme? Est-ce qu'au bout de 3 mois, on a compris ce que c'était? Le macronisme, c'est à la fois, je dirais, une incarnation de quelque chose de nouveau et la reprise quand même de fondements idéologiques qui, eux, sont assez anciens. Qu'est-ce que c'est le macronisme? C'est la conjonction des centres. C'est l'explosion du paysage politique tel qu'on l'avait connu, avec un centre droit et un centre gauche qui avaient des ailes, une aile droite et une aile gauche plutôt étatiste, plutôt pour l'une plutôt réactionnaire, dirons-nous, et pour l'autre plutôt première gauche. Les centres ont lâché leurs ailes, se sont coalisés et ont fondé une nouvelle majorité, une majorité centriste. Ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que la politique, les idées, elles sont pas nouveaux. Elles étaient déjà en émergence. Elles étaient plus ou moins appliquées déjà depuis beaucoup d'années par les différents gouvernements successifs. Ce qui est relativement nouveau, par contre, c'est cette reconfiguration du paysage politique. Je rejoins ce qui a été dit, mais en même temps, je le nuancerai. C'est-à-dire que cette conjonction des centres, et c'est ça le mois de juillet en fait, elle ne pèse qu'une fraction de l'électorat. Elle ne pèse que 15% des inscrits au premier tour de la présidentielle, 15% des inscrits au premier tour des législatives. Et donc, il est normal, il est naturel qu'une fois que le vernis de la communication qui a bien fonctionné s'effrite, cette option idéologique, cette option politique retrouve peu à peu le chemin du réel, c'est-à-dire le fait qu'elle est minoritaire démographiquement,
comme le sont toutes les options politiques. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois, la France était divisée en 4 entre Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Emmanuel Macron. Donc on retrouve aujourd'hui peu à peu, et on va retomber probablement sur un tel schéma, on retrouve ces fondamentaux qui sont ceux de la politique française aujourd'hui. Mais vous semblez en tout cas jusqu'à présent tous les trois donner une identité assez claire à cette forme de présidence, Nicolas Tenzer. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très fort chez Emmanuel Macron, c'est une forme de libéralisme à la française. Je m'explique. Le libéralisme, c'est le centre de sa doctrine qu'il a exprimée pendant la campagne présidentielle et même avant. Le libéralisme au sens propre, c'est-à-dire une doctrine de la liberté, avec évidemment tout ce qu'il y a avec, c'est-à-dire les droits de l'homme, qu'il a rappelé, les libertés fondamentales, on l'a vu à propos des migrants récemment et des réfugiés, il l'a rappelé. Mais pas un libéralisme politique. Mais un libéralisme plutôt un bonapartisme politique. Oui, alors, attendez, c'est pour ça que j'ai dit à la française. Alors, économique, je pense aussi, on va le voir effectivement, avec les ordonnances sur la loi travail. En tout cas, c'est là-dessus qu'il a donné une forme de cohérence. Mais j'ai dit à la française. À la française, c'est-à-dire que ce libéralisme est marié à une forme d'autorité dans ce qu'elle a de plus pur. C'est-à-dire pas une autorité au sens de rapport de force-pouvoir, mais restaurer une forme d'autorité de l'État. On l'a vu avec l'ensemble des symboles, avec les rencontres internationales qu'Emmanuel Macron a vraiment fortement mis en avant dès les premiers jours de son quinquennat, avec également ce coup de force, quoi qu'on en pense sur le fond, je dirais, avec l'histoire du général de Villiers. On l'a vu également avec, si on regarde ce qui est dit sur l'éducation, il a dit fortement pendant la campagne, avec l'action d'un ministre, excellent connaisseur par ailleurs, Jean-Michel Blanquer, c'est restaurer aussi l'autorité de l'école, les savoirs fondamentaux. Et donc c'est ce libéralisme noué à l'autorité. Alors c'est aussi la synthèse, bien sûr, de la gauche et de la droite. Et cela fait quelque chose de tout à fait nouveau, et je crois qu'il a voulu percevoir, il a essayé de percevoir à travers cela des attentes de Français. Maintenant, il va falloir que cette doctrine s'exprime, se construise, et qu'elle puisse aussi trouver sa cohérence dans l'opinion. Alors visiblement, vous avez tous compris plus ou moins à votre façon la doctrine d'Emmanuel Macron. Lui pense que ce n'est pas le cas dans l'opinion, que ça n'a pas assez véhiculé, qu'on n'a pas assez expliqué le sens de sa parole. Il y a eu un conseil des ministres exceptionnel vendredi, enfin pas exceptionnel mais décalé parce qu'il y avait la cérémonie de Saint-Étienne-du-Rouvray mercredi qui a duré près de 3 heures. C'est là où il est exceptionnellement long. Visiblement, il a remis les pendules à l'heure. On écoute le message qu'il a voulu délivrer à travers son porte-parole, Christophe Castaner. Le président de la République a surtout insisté sur le fait, et je le cite, que nous voulons une transformation profonde, que les Français ne veulent pas d'une série de réformes ou de réformettes, mais qu'ils veulent vraiment une transformation. Et il a invité chacune et chacun d'entre nous à réfléchir à ce que chacune de nos décisions soit dans une logique de sens. Et il a insisté, donnant conseil aux ministres moins expérimentés, sur le fait que les Français nous comprennent toujours quand on les emmène dans une logique de sens, dans un combat pour le sens, quand on travaille pour donner du sens aux choses et non pas quand on prend des arbitrages ponctuels à tel ou tel moment. Et il y en a eu des arbitrages ponctuels ces 30 derniers jours. Est-ce qu'on peut peut-être les rappeler ? Oui, mais c'est très intéressant parce que Christophe Castaner a cité 50 fois, j'exagère, après le mot sens. Ouais. Il y a quelque chose qui devrait ajouter, c'est le bon sens. En fait, on a beaucoup plus besoin de bon sens que de sens. Et il y a quand même des contradictions, moi, qui me frappent par rapport à ce que disait Nicolas Tenzer. Vous parlez du libéralisme. Mais en fait, fondamentalement, c'est un libéralisme quand même qui se teinte, et ce n'est pas péjoratif chez moi, d'un certain autoritarisme. En fait, aujourd'hui, tout se passe aujourd'hui comme si l'exécutif avait vraiment le vent en poupe. C'était l'exécutif. Dans les 3 pouvoirs, le judiciaire, on voit très bien ce qui se passe. Le législatif, eh bien, il y a une troupe qui suit, et c'est très bien. Enfin, c'est normal, ils ont été élus pour ça. Vous avez tout à fait raison de rappeler que c'était 15 ou 20%, mais vous savez que les autres aussi, Chirac, Sarkozy, ont tous été élus, plus ou moins avec un étiage de ce genre, à peu près. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que quand je le vois, par exemple, cette histoire, et c'est là où la pédagogie de jouer, chez lui, beaucoup plus que chez les ministres, la nationalisation des chantiers navals, même temporaires, de Saint-Nazaire, c'est une décision. Pourquoi pas ? Elle est peut-être très bonne, j'en sais rien. Mais on a l'impression que ça arrive comme ça, à un moment donné, on dit voilà, on parle les Italiens, on va faire ça. L'histoire de Pierre de Villiers, ça avait été préparé, effectivement. Mais quand on regarde, Pierre de Villiers, après tout, il n'avait pas parlé publiquement ni dans les médias. Il s'était exprimé dans une commission parlementaire qui, jusqu'à preuve du contraire, représente le peuple. Donc, il s'adressait aux législatives avec une commission spéciale. Je sanctionne pour ça, parce que Macron a dit il a parlé en public, il n'a pas parlé en public.
La commission parlementaire, ce n'est pas LCI. En revanche, Emmanuel Macron, lui a répondu en public en disant c'est moi le chef. Donc, il y a, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, plus que le libéralisme qui peut-être est là, c'est quand même un certain autoritarisme qui peut-être portera ses fruits. Mais c'est ça qui joue chez lui. C'est pour ça que j'ai précisé libéralisme à la française et libéralisme noué à l'autorité, au sens d'arendien, d'autorité. Voilà, Oui. Pardon Ce que vous voulez dire en disant à la française, ça veut dire que c'est un faux libéralisme. Oui, non, c'est-à-dire que c'est quand même une doctrine de la liberté, enfin au sens où il y a un amour de la liberté. Encore une fois, il faut rappeler par exemple tout le volet de droits de l'homme, effectivement, qui est très présent pendant la campagne. Ce qui est quand même très important et frappant, c'est qu'il y a un certain moment où Emmanuel Macron a découvert ces couacs, ces bourdes, qui viennent de quoi? Prenons par exemple ce qu'on appelle les régulations budgétaires, ce qui est très classique dans le monde administratif. En cours d'année, on s'appellesoit qu'on a un peu trop dépensé, et on a le ministre du budget qui tape du poing sur la table. Il faut trouver 5 milliards supplémentaires, c'est ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Et puis il y a un certain nombre de ministres, je peux vous le dire, qui ont appris par la presse quasiment, à dernière minute, sans consultation, ces décisions-là. Et puis qui se sont d'ailleurs un tout petit peu plaints, parfois d'ailleurs au chef de l'État, qui ont dit mais quand même ça va pas, parce que comment est-ce qu'on explique après à nos troupes que c'est prioritaire, et je ne parle pas uniquement du cas des armées, alors que voilà, alors qu'on et je crois que là il y a tout un apprentissage à faire pour aussi donner, je dirais, cette direction. Moi non plus, je n'aime pas le terme sens. Donner cette direction, cette visibilité, cette cohérence. Il va falloir effectivement discipliner le travail gouvernemental et essayer de le penser sur le temps long. Et je crois qu'on va avoir prochainement, d'ailleurs dans un certain nombre de secteurs, des lois pluriannuelles, des engagements pluriannuels pour que pendant le quinquennat, la direction puisse être le mieux possible tracée et que ce ne soit pas les petites combines des cabinets et des ministres, je dirais notamment budgétaires, qui donnent le là et vicient ou corrodent la direction de l'action gouvernementale. Enfin, il y a de toute évidence, oui, Benjamin Morel, une série de couacs qui se sont multipliés. Alors, il y a une série de couacs, j'aimerais rebondir sur 2 points. Le premier, c'est le libéralisme à la française. Je ne suis pas tout à fait convaincu. Le libéralisme à la française, c'est Tocqueville, c'est quand même toute cette idée des contre-pouvoirs qui est, et c'est l'un des problèmes à mon avis d'Emmanuel Macron, qui est très importante pour une grande partie de ses électeurs, notamment les centristes, qui sont attachés à des choses comme la décentralisation, etc. etc. Bref, tout un corpus idéologique qui s'appuie sur cette notion de contre-pouvoir. Et on a vu la conférence des territoires, etc., que tout ça, Emmanuel Macron, qui est beaucoup plus jacobin, lui tourne le dos. Autre point, il y a chez Emmanuel Macron cette volonté de plaire, je dirais, à tout le monde. Et vous parliez tout à l'heure de cette révolution et tout. Le programme d'Emmanuel Macron, il n'est pas tellement, à mon sens, dans une révolution idéologique. Il reprend encore une fois les vieilles lunes du centrisme, il les assume, et il ne s'embarrasse pas de compromis avec la gauche ou avec la droite. C'est ça qui est nouveau. Mais les idées, elles, sont au bout du compte assez classiques. En revanche, ce qui est nouveau, c'est de dire, eh bien, ces idées-là, on va les faire triompher. On va les faire triompher sur l'ensemble de l'échelle politique. Et pour les faire triompher, on va convaincre. On va convaincre, et du coup, on va essayer de plaire à la gauche. On va essayer de plaire à la droite. Souvenez-vous de la campagne. Souvenez-vous quand Emmanuel Macron disait à la fois la guerre d'Algérie c'est un crime contre l'humanité et en même temps disait je vous ai compris au pied noir. Très maladroitement d'ailleurs, mais il essayait de les charmer. Quand il disait en même temps nous avons méprisé... Voilà, la culture française, nous avons méprisé les opposants au mariage pour tous, mais en même temps je vais aller plus loin sur la PMA et la GPA. Donc il y a chez Emmanuel Macron cette idée de faire converger les contraires dans une sorte d'idéologie commune qui convergerait vers le centre. Et aussi, on ne siffle pas les adversaires. Ce qu'il a dit dans le meeting, il y avait aussi cette philosophie-là qui s'exprimait. C'était tactique peut-être, mais c'était très important, je crois, dans sa pensée. J'ai pas exactement la même analyse que vous. Je crois qu'il a répondu dans un premier temps, sur la scène internationale comme sur la scène française, à 2 choses qui étaient annoncées et attendues par une majorité de Français, le désir d'autorité et réhabiliter la fonction présidentielle. C'était pas le cas avant et c'était annoncé et attendu. Mais aujourd'hui, pour le dire d'une phrase, son problème, j'ai entendu comme vous Christophe Castaner relayant la parole présidentielle et disant que oui, il faut y mettre du sens, messieurs, mesdames aussi, hein, en s'adressant à ses ministres. Le problème, c'est la solitude du président. Alors, cette solitude, il en a tiré parti. Elle a été longtemps une force, mais elle devient, si elle devait durer, elle est un piège. Et pourquoi il y a solitude? Parce qu'on y reviendra, mais il n'y a pas de relais véritable ou cohérent à ce jour dans la majorité parlementaire.
Il y a des ministres qu'on invite à ne pas trop parler et qui d'ailleurs n'ont pas trop, pour la plupart, envie de parler, qui sont un peu plus des techniciens, on les a vendus comme ça, que des techniciens, que des politiques. On a des relais politiques tels que Richard Ferrand, dont on sait que pour des raisons personnelles, il a perdu, politiquement parlant, la moitié de ses moyens. Et on cherche, et on a un président tout seul qui voulait incarner l'autorité, et l'autorité présidentielle, mais qui aujourd'hui est sans relais. Il a quand même organisé cette solitude. Enfin, oui, Jean-Yves Le Drian, si vous voulez dire écarté la rencontre avec qu'il en est Poutine, responsable, voilà, volontiers, mais c'est un fait. Aujourd'hui, il se rend compte que c'est un problème. Il y a quand même un problème, pour aller un peu dans le sens, il y a un problème de pédagogie générale. Moi, je suis très très frappé par la réaction d'un certain nombre de gens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Prenons des exemples très précis. Je prends le dernier exemple. Rihanna. Il reçoit Rihanna, et pourquoi pas, il a tout à fait le droit de recevoir Rihanna pour l'aide au développement. Rihanna dit quel extraordinaire président magnifique, il s'engage à donner 3 milliards d'euros à l'aide au développement. Pour l'éducation. Oui, mais qui n'est pas une mauvaise chose en soi, au contraire. Si l'aide au développement peut permettre à l'Afrique de se développer, enfin comme d'autres, mais il n'aborde pas l'autre volet. Je rappelle simplement une chose, un texte capital de quelqu'un qui a mis sur l'aide au développement plus que tous les pays réunis, qui est M. Bill Gates de Microsoft. Il a fait une fondation, 50 milliards pour l'aide à l'Afrique, et notamment la malaria, etc., qui a pratiquement été éradiquée grâce à sa fondation. Et il dit attention à l'Europe. Et on ne peut pas le dire que c'est un lepéniste convaincu, Bill Gates, c'est pas le genre. Et il dit attention à la migration, attention aux migrants, attention à tout ça, l'Europe risque d'être absolument submergée. Il a fait un texte passionnant. De ce point de vue, on ne comprend pas très bien où il va. Il nationalise, c'est très bien ça, il fait les 800 millions. Par exemple, nous apprenons, il faut bien dire, il dit je dégèle 1,5 milliard sur le budget militaire. Mais est-ce qu'on savait moi, je ne suis pas un spécialiste de l'armée. Je ne savais pas qu'il y avait eu un gel de 2 milliards d'euros qu'on dégèle. Alors, c'est une positive. En même temps, on dit, je dis ça parce que c'est des choses très précises. On dit, on va donner 1,5 milliard 500 millions pour le métro d'Abidjan. Voilà, très bien. C'est des entreprises françaises qui vont travailler. Mais pour le militaire, alors on fait quoi? Il y a ces signaux contradictoires. Et je veux dire, c'est pas ça. C'est que le problème, moi, je ne dis pas que c'est bon ou pas bon. Je dis qu'ils ne sont pas expliqués. Voilà. Je reviens à la pédagogie. Il n'y a pas de pédagogie. C'est ce que disait Castaner. Exactement. C'est l'analyse d'Emmanuel Macron. C'est plutôt une absence de pédagogie. De relais. Et c'est bouclé. Mais je pense que le sujet, effectivement, très important, c'est cette absence de relais. Parce qu'on a, finalement, un ministre très important qui est Jean-Yves Le Drian, qui est une personnalité qui a beaucoup marqué, qui parle beaucoup trop peu. On a quelques excellents ministres. Je citais Jean-Michel Blanquer. Je ne veux pas faire un palmarès, c'est pas moi de le faire. Anne Buzyn, il y en a quelques autres également qui sont de grande qualité, qui ont des choses à dire, mais effectivement qu'il faut petit à petit, je crois, promouvoir, mettre en avant. Mais sur le plan politique, je pense qu'il faudrait qu'il y ait d'autres personnes qui effectivement expliquent, alors qui ne pas donnent du sens, mais donnent une direction, qui fassent état de leur philosophie. Il faut qu'il y ait des personnalités, qu'il y ait plus d'intellectuels aussi. D'ailleurs, il y a très très peu d'intellectuels, à part quelqu'un de remarquable qui est un député, qui est Cédric Villani, effectivement. Mais je trouve que ça manque un tout petit peu. Voilà. Pardon ? Il est d'abord député désormais. Il est d'abord député, mais là aussi, il faudra on leur a plus dit de se taire. On leur a dit de se taire. Alors, conséquence de manque de clarté ou de manque de pédagogie, en tout cas, c'est votre analyse, c'est peut-être pas la seule, mais la conséquence, c'est cette baisse assez impressionnante dans les sondages. On en a pris 3 de ces dernières semaines. Ils perdraient jusqu'à 10 points de popularité en un mois. Je sais qu'on a beaucoup commandé ce sondage déjà, mais à la lumière de ce que vous venez de dire, est-ce qu'il doit s'en inquiéter un peu, beaucoup, pas du tout? Il doit s'en inquiéter bien évidemment, parce que lorsque vous êtes président de la République et que même si vous êtes légitime juridiquement et que vous voulez mener des réformes, il faut tout de même pouvoir s'appuyer sur une partie de l'opinion. Après, encore une fois, cette descente, elle est relativement naturelle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il a été élu par une minorité, comme ses prédécesseurs, mais ses prédécesseurs, tout de même, pouvaient compter sur un clivage clair et bipolaire. Lui, il a plus ce clivage bipolaire. Il a organisé, il en est l'un des acteurs, le dynamitage du système et l'émergence d'un système quadriparti, grosso modo. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Et tout ça tenait, jusqu'à présent, par la communication et par une façon, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, par une incarnation de la fonction.
Et le gros problème d'Emmanuel Macron ce mois-ci, si on reprend le mois de juillet, c'est que cette incarnation et cette volonté de faire tenir tout ça par la communication, elle a un peu volé en éclats, pour plusieurs raisons. Elle a volé en éclats d'abord parce qu'il voulait se distinguer, comme vous le disiez très bien, de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Avec le général de Villiers, il a quand même fait un peu de Nicolas Sarkozy, et vu les couacs dans la majorité, tout ça sent un peu le François Hollande. Et donc, il perd à la fois ce côté centriste, libéral, et on le taxe d'autoritarisme, à tort ou à raison, et d'un autre côté, il perd sur le front de la cohérence, du message clair, au profit d'une sorte de boogie-boulga politique auquel participe en grande partie sa majorité. Autre point qui est problématique pour lui, à mon avis, c'est qu'il s'est aliéné une partie de l'élection qui est extrêmement importante pour les élections intermédiaires, qui sont les retraités. Il y a la catégorie dans ce sondage où il chute le plus lourdement. Le plus. Et ça, c'est extrêmement important. Ça paraît un détail, mais en fait, c'est très très important. Parce que quand vous avez une élection présidentielle, vous avez un taux de participation important. Quand vous avez des élections européennes, prochaines élections, des élections municipales en 2020, des élections régionales, où le taux de participation est très faible, ceux qui votent et ceux qui votent tout le temps, c'est les retraités. Et donc, pour En Marche, gagner les élections intermédiaires avec des retraités qui lui en veulent, ce sera très très compliqué. Et ça enverra bien sûr un message politique très très négatif pour les prochaines présidentielles. Nicolas Tanzer, en même temps, un électeur sur 4 vote pour lui, mais plus d'un Français sur 2 lui fait encore confiance. On peut aussi voir la bouteille à moitié. Voilà, c'est effectivement, c'est-à-dire que derrière, effectivement, ces sondages en eux-mêmes, effectivement, la baisse est effectivement significative, mais en eux-mêmes, ces sondages ne sont pas mauvais. Je crois que ce qui est aussi quand même important, c'est de savoir si cette baisse va continuer ou pas. Alors, il y a deux raisons d'une baisse. Il y a eu effectivement les couacs ou appelons les bourdes éventuelles de communication, quoi qu'on pense sur le fond, avec l'histoire de l'APL et du général de Villiers, qui ont joué, hein, certainement. Maintenant, il peut y avoir une autre raison de la baisse, mais qui peut être une baisse positive, si j'ose dire. C'est parce qu'il aura fait des réformes qui seront impopulaires. Et ça, personne. Mais justement, il les a pas mais ça, encore on verra. faites, Mais ça, justement, je pense qu'on verra. Maintenant, je crois que ce qui est très important, c'est d'avoir un cap et de se dire finalement dans 2 ans ou 3 ans, lorsque les Français, prenons 2 ans, les prochaines élections, les élections européennes, est-ce que les Français, y compris les catégories que vous avez justement mentionnées, les retraités, est-ce qu'ils verront ces Français du marché. Parce que lui, il n'a pas dit, lui, comme au Bourget en 2011, et il a eu raison, mon ennemi principal, c'est la finance. Lui, la finance, il la connaît, il l'a pratiquée, il a su. Bien. Et à partir du moment, qu'est-ce qu'il en fait? C'est là où on va le juger véritablement s'il va trahir au bon sens du terme les gens et les intérêts qui l'ont eu au pouvoir. Et pour revenir sur cette séquence du mois de juillet où il y a eu plusieurs mauvais couacs, le dernier, c'était quand même cette baisse de 5 € des APL. Il aurait pu s'éviter l'affront des étudiants. Il l'a fait dans le mauvais sens. Il a dit je baisse, enfin d'ailleurs c'est pas lui, c'est Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, je baisse de 5 € par mois et après j'annonce une réforme du logement. Est-ce que ça aurait pas pu se faire de manière plus pédagogique là encore? Surtout, ça aurait pu être expliqué. Hein, c'est tombé comme ça. Est-ce que ça va lui faire mal? L'exemple que vous donnez est probablement le plus significatif. Brusquement, on apprend d'une minute à l'autre, sans préparation de terrain, sans préparation d'artillerie, si je puis dire, médiatique. On apprend des choses qui ne sont même pas expliquées ensuite. Je ne sais pas s'il fallait faire autrement, si ça avait un sens. On peut y trouver un certain sens pédagogique. Mais je reviens à ce que vous releviez, c'est-à-dire la baisse dans les sondages. Alors, je suis sûr qu'il y prête attention, qu'il s'y arrête définitivement, ce serait une erreur. Mais c'est compliqué. Si ça continuait de baisser, ce serait un élément qui doperait des oppositions dont on a vu à l'Assemblée qu'elles étaient quand même vives et ardentes, hein, et qu'elles ont quelque part quand même dans la population des relais. Chaque fois qu'il y a eu un couac ou une décision inexpliquée, il y avait des formes de relais
limité pour le moment, et ce n'était pas compensé par le fait que l'opposition est éclatée en 3-4 camps. Le problème, c'est qu'il a été élu pour répondre à un désir d'autorité, pour restaurer les pratiques de la Ve République des origines. Donc il faut un vrai président qui tranche, mais il va falloir des résultats. Et pour l'instant, on peut avoir le sentiment qu'il y a quand même un éparpillement de l'autorité, si je puis dire. Il y a qui embrasse trop mal étreint. Qu'est-ce qui va ? Il faut qu'en septembre-octobre, il y ait quelque chose qui puisse dire c'est Macron à l'œuvre, et pas seulement c'est le style Macron. Voilà. Enfin, il y a la loi de moralisation sur la vie politique qui, malgré tout, je dirais, est quelque chose. Chacun peut discuter telle ou telle mesure, mais globalement, c'est quelque chose qui va dans un sens qui n'est pas une réforme de la droite ou de la gauche, qui est vraiment une réforme fondamentale qui peut rallier des consensus dans tous les camps. Qui n'est pas passé aussi facilement que ça. Oui, mais là, le problème, c'est-à-dire que pour l'instant, il a mangé son pain blanc. Il baisse dans les sondages, alors qu'il y a justement eu des choses consensuelles, exactement. La moralisation de la vie politique. La baisse des sondages, c'était avant. C'était avant que ce soit vraiment engagé. Mais soyons sérieux. Dès le moment où ça arrive devant l'Assemblée nationale, l'opinion pense que c'est acté. Donc, on a quand même un Emmanuel Macron qui, là, sort d'une période qui, politiquement, lui était plutôt favorable, avec de grandes décisions diplomatiques, avec la loi sur la moralisation politique. Il a été bon. Et malgré tout, il a baissé. Et là, maintenant, il va manger son pain noir parce qu'il a perdu la bataille du temps avec les syndicats. Les ordonnances, elles arriveront en grande partie en septembre. Il y a une possibilité de mobilisation et les étudiants sont fâchés et eux se mobiliseront peut-être également avec la baisse des APL et avec la baisse du budget de l'université. Donc, il y a là des gros problèmes pour lui. Et ce qui va arriver en septembre va être beaucoup plus compliqué. Et on va bien sûr continuer à en parler. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission consacrée plus à la politique économique du président. À tout de suite. Question consacrée à un premier bilan de la politique économique d'Emmanuel Macron. Après 3 mois et cette chute brutale de 10 points de popularité, Emmanuel Macron tente de réagir. L'intitulé de cette émission, Macron, réforme, enquête de sens. C'est toujours auprès de moi, Dominique de Montvalon, éditorialiste politique, Nicolas Tenzer, politologue, et puis André Berkoff, journaliste politique, et enfin Benjamin Morel, docteur en sciences politiques. Puisqu'on parle dans cette deuxième partie de la politique économique d'Emmanuel Macron, est-elle au moins lisible ? On parle ici d'un président que l'on dit libéral, mais qui cette semaine nationalise temporairement les chantiers STX de Saint-Nazaire. Est-ce que c'est ça aussi Emmanuel Macron ? André Berkoff. Écoutez, c'est là où ça devient très intéressant. Parce qu'effectivement, Macron, la nationalisation, je me rappelle, c'était pas du tout. Enfin, rappelez-vous, je ne sais pas si vous l'avez sorti, mais j'aurais aimé que vous la sortiez. C'est fait, absolument. Ah, vous l'avez ? Oui. Et vous ne pouvez pas le passer maintenant ? Alors, je vais te poser la question, est-ce qu'on peut passer le son Macron sur nationalisation ? On l'écoute, en effet, c'était lors du débat d'entre-deux tours face à Marine Le Pen. C'est édifiant de voir ce qu'il dit à propos de la nationalisation. Merci. Et le soir, vous faites un communiqué en proposant quoi ? La nationalisation de Whirlpool. On l'a mise sous protection par l'État, le temps de retrouver un repreneur. Les côtes. Certains ont essayé, que vous condamnez, ils ont eu des problèmes. C'est exactement l'erreur qu'a faite M. Hollande avec Florange. Et c'est exactement ce qu'il fait. Je sais que THX et les chantiers de Saint-Nazaire, ce n'est pas Whirlpool, tout à fait. Et ce n'est pas Florange ou Gandrange. Nous sommes d'accord. Mais il n'empêche que quand on entendait le mot nationalisation dans la bouche de Macron, mais c'était presque un mot presque obscène, enfin c'était presque une insulte. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Halte là, mais attendez, pour qui ? Aux Italiens. Moi, je suis très frappé par cette histoire. Et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je ne sais pas. Je ne juge pas. Je ne suis pas assez compétent pour juger s'il a raison ou pas. Après tout, les Italiens sont dans l'Europe, sont près de nous, ce n'est pas la mainmise chinoise, parce que Dieu sait si on est en train en même temps. Quoique, parce que le lien entre le groupe italien et les Chinoises, oui, quand même sauf que Nicolas Tenzer, on est en train, si mes renseignements sont bons, mais vraiment, ça n'a rien à scoop, de vendre un certain nombre d'aéroports. On est en train de négocier la vente d'un certain nombre d'aéroports. Aux Chinois. Alors, on est d'un côté, et en même temps, comme dit l'autre, on négocie la vente de certains aéroports. Je ne parle pas de la cristallerie de Baccarat, je ne parle pas d'un certain nombre d'actifs. Et en même temps, les chantiers Saint-Nazaire, non, on nationalise. Et évidemment, ça prouve bien que c'est un cas spécifique. Stratégique que la cristallerie de Baccarat, faut comme oui. Enfin, les aéroports. J'aimerais bien qu'on rappelle pourquoi, Dominique. Restons sur l'aéroport. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quand même quelque part, et c'est ça ça nous ramène non pas à la discussion précédente, mais à le véritable syndrome Macron. Macron est d'abord un autoritaire. Et encore une fois, moi je ne le prends pas mal du tout. S'il réforme la France, s'il arrive à changer la France, de ce point de vue, vive l'autorité. Moi j'ai rien contre. Simplement, il faut savoir s'il va le faire. Parce que c'est évident que c'est lui qui dirige. Personne d'autre. Il a mis tout le monde. Les ministres sont ses porte-paroles, tous. Et voilà. Donc,
on veut savoir à cette aune, simplement, si la nationalisation des chantiers navals de Saint-Nazaire était une nécessité ou pas. Alors, c'est pas la première fois, parce que Macron, ministre de l'économie, déjà avait empêché que Dailymotion la vente de Dailymotion tombe effectivement dans l'escarcelle d'un groupe étranger, s'est arrangé pour que ce soit... Voilà. Mais pas Alstom. Mais Alstom, oui. Et Nicolas Sarkozy avait quand même fait une nationalisation partielle déjà d'Alstom. Là, effectivement, je crois qu'il y a une volonté assez évidente du président de dire, voilà, moi je suis un pragmatique aussi. Je suis effectivement autoritaire, je décide. Là, il y a quelque chose qu'il a considéré, et c'est la décision souveraine du président, dépend de l'intérêt national, parce que STX fabrique notamment les coques des navires militaires. Et ça, c'est très important. Que bien sûr, en plus, il y a un nombre très important, à peu près 7 000 emplois de mémoire, je dirais, sur le site de Saint-Nazaire, ce qui est quand même considérable. Mais c'est surtout qu'il considérait que c'était vraiment un symbole français. Et qu'on sait aussi les pratiques de certains groupes italiens qui pouvaient parfaitement démembrer STX, quitter le site, et là ça posait probablement un problème industriel majeur. Donc c'est la décision du président. Je ne crois pas que ça remette en cause son libéralisme ou des mesures libérales globalement sur le reste de l'économie et sur le droit du travail et sur un certain nombre d'autres choses. Benjamin Morel, la nationalisation temporaire d'STX, c'est politique, économique, les deux. Pourquoi il a fait ça? Alors, si vous voulez, moi je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron. J'aimerais parfois, je comprendrais beaucoup de choses. J'aurais une pensée complexe que je n'ai peut-être pas, mais il y a deux options en fait, parmi lesquelles moi je n'arrive pas à trancher. Alors peut-être que d'autres auront un avis plus éclairé. Soit c'est de la com. Et c'est de la com, c'est plutôt une com intelligente, parce que ça vient rompre justement cette mauvaise séquence. Voilà. Et là, libérale et mauvaise. Là, tout d'un coup, il a été applaudi sur tous les bancs, du Front National à la France Insoumise, même les Républicains. Voilà. Donc ça, du point de vue de la com, c'est plutôt pas mal. Si ça renvoie à une vraie évolution de sa vision stratégique, c'est tout de même intéressant, parce qu'en effet, on a parlé d'Alstom. Alstom, c'est stratégique également. Il ne faut pas oublier qu'il y a un mois à peu près, un peu moins, il y a eu un conseil des ministres franco-allemands et on a dit on va faire des avions avec les Allemands. Au bout du compte, on a des entreprises privées et publiques, mais il faut faire plus ensemble, et Dassault, etc. Bof. Donc il y a tout de même une vision macronienne qui aurait pu faire penser que STX repris par les Italiens, c'est l'Europe et c'est bien. Donc, oui, surtout qu'il est très européen. Oui, il est extrêmement européen. La puissance de son européanisme, c'est ça. Mais c'est l'Europe qui protège. Il l'a dit, c'est l'Europe qui protège. Et il n'est pas du tout opposé par rapport, il l'a dit lors de la rencontre, notamment la première rencontre avec Mme Merkel, il n'est pas du tout opposé à des mesures pour lutter contre le dumping et contre ce qu'il appelle, la pénétration d'entreprises étrangères. Là, c'est pas le cas. Si, parce que vu le lien de cette entreprise italienne avec les Chinois, malgré tout, à la dernière minute, ils se sentent très cocus, les Italiens. Il faut voir la réaction italienne. Tout à la dernière minute, il dit non, on nationalise. Et ça, c'est le dernier point, c'est très important. Il avait annoncé en mai. Il avait annoncé en mai que c'était une possibilité en visant... C'est un point, je pense, très important, parce que qu'est-ce qui s'est passé là aussi? C'est pas qu'une question économique, c'est une question diplomatique. C'est-à-dire qu'on est en froid avec l'Italie. Il y a eu ça, il y a eu l'affaire libyenne juste avant. Et donc, il y a de la part d'Emmanuel Macron une évolution de sa politique européenne, et en particulier italienne, mais européenne de façon générale, qui fait que, grosso modo, il accroche l'Allemagne et il laisse tomber une partie de la diplomatie de François Hollande qui est orientée vers les pays du Sud. Et donc, on est dans une évolution stratégique, diplomatique et peut-être économique, mais ça j'en suis beaucoup moins sûr, qui à mon avis est assez intéressante à suivre. Dominique de Montvalon, il a intérêt à ce que ça fonctionne quand même, parce que maintenant la balle est dans le camp. Il a utilisé sa dernière cartouche avec cette nationalisation temporaire. Cartouche, je sais pas, mais en tout cas, il a intérêt à ce que ça marche. Et là-dessus, j'ai pas d'avis. Je ne sais pas si ça marchait ou pas. Je serais tenté de dire que c'est quand même, puisque vous nous invitiez à réfléchir, si on peut dire, ou à réagir plus exactement, à l'ensemble du mois de juillet Macron, que c'est peut-être au fond la décision qu'il a prise, donc aux résultats incertains, la plus intéressante. Pour moi, la plus intéressante qu'il ait prise jusqu'ici. Parce que je pense à ce que vous disiez tout à l'heure sur le rassemblement des centres, politiquement parlant. Moi, j'aime bien le centre. J'ai souvent suivi, comme journaliste, le centre ou les centres. Mais si c'est ça, pour le dire d'une phrase, c'est l'échec assuré en ce qui le concerne. Nicolas Tanzer, je ne commande pas chacun, mais à charge de revanche. Vous insistez beaucoup sur la dimension libérale pour vous convaincre qu'il est un libéral. Il l'est. S'il n'est qu'un libéral,
c'est cuit aussi, si je puis dire. Entièrement C'est cuit d'accord. aussi. Entièrement d'accord. Autrement dit, ce que je veux dire par là, que ce que je trouve intéressant, sans prédire ce qui va se produire à court terme et à moyen terme, c'est qu'on retrouve là, dans cette décision qui évidemment a brusqué nos amis italiens, j'espère qu'on arrivera à se remettre d'aplomb amicalement avec eux et stratégiquement aussi d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a fait retrouver le Macron transgressif. Le Macron... je le ressens comme tel. Oui, mais il a été approuvé sur tous les bancs. Pardon ? Il a été approuvé sur tous les bancs avec cette décision. C'est pour ça qu'il a été C'est une transgression très consensuelle. Même avec des. Non, mais attendez. S'il se remet dans un clivage gauche-droite, s'il s'enfermait, pardon d'y revenir, mais dans un tout libéral, s'il organisait le regroupement des centres avec des En Marche qui trouveraient enfin des leaders percutants, etc. Tout ça, c'est l'impasse. Bon, et il faut qu'il ait. Alors évidemment, attendez, il ne faut pas s'inquiéter. L'unanimisme qui prévaut, dans la décision, il ne durera pas. Et il n'est pas chez tous les syndicats d'ailleurs. On a retrouvé quelqu'un transversal. Je trouve ça intéressant et c'est une partie de l'idée que je m'étais fait du personnage. Alors, Dominique de Bonvallon, que j'adore, nous la baille belle, là. Oui. Mais vous savez que... J'accepte, je sens que je vais me faire accuser de naïveté. Pas du tout. Allons-y. Non, peut-être pire encore. non. Ce que je veux dire, soyons clairs, mais vous savez très bien que les 3/4 de l'opinion française, en tout cas des partis représentés, plus vous nationalisez, mais plus ils adorent. Non, on n'est pas dans les années 80. Le fond n'a pas du tout changé. Je vais vous dire, si on suit la chose... Donc la droite a perdu la bataille des idées, c'est ce que j'en dis. Mais la droite a perdu depuis très longtemps la bataille des idées. Alors qu'elle disait le contraire depuis 2 ans. Oui, ça lui fait plaisir. On a vu les résultats de la droite et on a vu les résultats des idées de la droite avec Fillon. Mais on ne revient pas dans les années 80 quand même, André. Pas du tout. Non, mais pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que le besoin... pardon de le dire comme ça, d'assistanat d'une partie de l'opinion, il est tellement fort que dès qu'il y a une entreprise en difficulté, vous le savez très bien, on dit que fait l'État ? Que fait l'État ? Comme si vous voyez, c'était Hollande. C'est pas grave, c'est l'État qui paye. Je voudrais simplement, n'oublions pas ça reste très fort. Avant qu'on développe sur ce sujet-là, je voudrais qu'on réécoute Emmanuel Macron, parce que justement, avant son élection et même juste après, il voulait mener une politique ambitieuse qui appelait à ne pas maintenir sous respiration artificielle des entreprises qui n'avaient plus d'avenir, et il l'avait dit aux salariés de Whirlpool et de GMS. Mais madame, je ne suis pas le Père Noël. Je ne suis pas le Père Noël. Donc le concret, on le fait ensemble. Parce que moi, je ne fais pas de promesses. Mais parce que je n'ai pas... Je vous fais pas de promesses en l'air, monsieur. Moi, je vous fais pas de promesses en l'air, là. Et il avait dit aussi aux salariés de Vivarté, je ne suis pas un magicien, je ne suis pas le Père Noël. Là, comment d'après vous, sur cet angle des électeurs de droite qu'André Berkov vous commencez à aborder, comment d'après vous les milieux économiques et les électeurs de droite peuvent réagir à cette nationalisation temporaire quand ça va complètement à contre-pied ? Et on a compris que c'est parce que c'est un cas particulier. C'est ça, je crois. C'est vraiment un cas particulier qui n'a pas vocation à s'appliquer dans d'autres dossiers de rachat. On le voit avec le groupe Fnac Darty, même dans le cas de GMS ou dans d'autres cas. C'est un cas qui est lié à vraiment un chantier qu'il considère, je pense à raison, comme vraiment un élément totalement stratégique. Oui. Et il y aura beaucoup d'autres signes où, bien sûr, l'État peut être en quelque sorte un animateur, un médiateur, il peut aider à trouver un repreneur, il peut faciliter les choses, mais il n'a pas, évidemment, à s'engager dans l'économie. Dieu merci. Dieu merci. C'est officialisé comme temporaire, du moins on verra. Et elle ne coûte que 80 millions d'euros, ce qui est relativement faible par rapport au budget de l'État. Mais c'est là où moi je rejoins Dominique quand il dit qu'il a été transgressif. Mais il est transgressif là en quoi ? Il est transgressif. Et c'est là où il faut déjà. Non mais il faut voir. Et d'ailleurs le mot nationalisation n'est pas prononcé. Son jeu. Comme il le sent. C'est-à-dire, si demain, il a l'impression que telle ou telle entreprise a besoin d'une nationalisation temporaire, pas pour des motifs de com, pour des motifs de fond, il le fera sans aucun problème. Je reviens à ça. C'est ça qui est en train de se faire. Est-ce qu'il le sent ou est-ce qu'il... L'Europe qui protège, protection, oui, la protection, en plus effectivement de la liberté, c'est en même temps. C'est pas la vocation de l'État à jouer en même ça. Temps. Bien sûr, c'est pas la vocation de mais l'État. c'est quand même protégé. La protection, c'est quelque chose. Il faut même relire Hobbes. Déjà au XVIIe siècle, l'idée de protection est totalement fondamentale. Il doit aller de pair. En même temps, pour reprendre sa formule, avec la liberté. Il a une stratégie industrielle de protéger les entreprises ? Écoutez, je pense pas. Il faut quand même pas oublier qu'il y a eu Alstom avant et que là, on est... Moi, tout à l'heure, je vous donnais 2 options. Je crois beaucoup plus au coup de com' et je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. Et ce qui rejoint un petit peu ce que je disais au début, quand on a commencé l'émission, il a
la France est divisée en 4, il a besoin d'envoyer des signes à un électorat qui n'est pas le sien. Cet électorat est la vraie question. Avant, on avait une droite qui donnait des signes à la droite un peu plus dure et à la droite libérale. On avait une gauche qui donnait des signes à la première gauche et à la seconde gauche rocardienne. Et on arrivait comme ça à faire des majorités. Là, le problème, c'est qu'il ne sait pas réellement à qui envoyer des signes. Là, c'est un signe consensuel. Peut-être transgressif, ça je suis beaucoup moins sûr, mais c'est un signe consensuel. Et au bout du compte, la vraie évolution de la politique d'Emmanuel Macron et le choix qu'il doit faire, c'est à quel signe ? À quel électorat il va envoyer des signes, outre le sien. Est-ce qu'on n'est pas... Faut-il mécontenter ou pas mécontenter? Et qui mécontenter? Soyons cohérents. Il va forcément mécontenter quelqu'un. Il va forcément mécontenter quelqu'un. Est-ce qu'on n'est pas Dominique de Montvalon dans une semaine où il s'adresse à la gauche? Est-ce que c'est une erreur de dire ça avec cette double séquence nationalisation et cette déclaration très forte mercredi prononcée? Il n'y aura plus de migrants dehors d'ici la fin de l'année. C'est compliqué. Alors, permettez deux choses différentes. Il s'adresse à la gauche. Je n'y reviens pas parce qu'on vient longuement d'en parler, mais juste une phrase pour dire qu'il s'adresse pas seulement, mais aussi aux souverainistes qui se situent à gauche comme à droite. Je parle de l'affaire des chantiers navals. Qui pèse 50%. Pardon ? Qui pèse 50% au premier tour. Oui, c'est-à-dire c'est pas seulement... Des présidentielles, pas des législatives. Oui. On peut encore se questionner d'ailleurs sur la formation des 4 blocs. Alors, sur l'histoire des migrants auxquels dont vous souhaitez que nous parlions, c'est complexe. Mais c'est complexe comme la pensée du président. Parce que je ne comprends pas très bien comment vous pouvez dire que c'est un discours qui s'adresse à l'électorat de gauche. Il masque le fait. Moi, je vais vous dire ce que j'ai entendu, peut-être ce que j'ai cru comprendre. Il ne veut plus un migrant dans la rue. Et il ne veut plus, et pas un Français ne le souhaite, qu'on voit se reconstituer, si on est à Paris ici, du côté de la porte de la Chapelle, des gars dans la rue, alors qu'il y a seulement un mois, on leur avait trouvé un abri, etc. Mais il a quand même ajouté... donc il y a une volonté d'accueil qui correspond avec aussi toute une série de choses dites sur les conditions d'accueil des réfugiés, la façon de contrôler ça. Mais il a quand même dit qu'il voulait installer en Afrique du Nord, etc., de l'autre côté de la Méditerranée, et en Libye, pour éviter a-t-il dit, que les familles ne soient mises en danger dans des périples impossibles, des lieux où on contrôlerait la possibilité pour ces familles en question, qui ne sont pas toujours des familles d'ailleurs, d'avoir réellement le droit d'avoir un statut de réfugié en France. Autrement dit, vous voyez, quand vous dites qu'il s'adresse à gauche, j'imagine que vous pensez à la première partie qui est censée s'adresser sur la dignité humaine. Oui, qui n'est pas le monopole de la gauche, mais je vous comprends, je vous suis. Mais l'autre côté, il est un peu masqué. Et là, sur la sécurité. Un peu le en même temps qui s'appelle. Non, je me trompe ou pas? Je pense qu'il faut rappeler encore une fois, il y a une grande cohérence, je crois, par rapport à ce qu'il a dit. Non, bien sûr, mais je suis d'accord avec vous, mais je crois qu'il y a une grande cohérence par rapport à ce qu'il a dit pendant la campagne et juste après. D'abord, il faut le rappeler, il s'est distingué très fortement de Manuel Valls en louant Madame Merkel pour sa politique d'accueil des réfugiés. Donc sur ce plan-là, il l'a dit clairement. Chaque fois qu'il parle des réfugiés, il parle d'eux souvent comme parlant des combattants de la liberté. Je cite exactement ces termes. Troisièmement, il a fait la distinction, là aussi, distinction qui est d'ailleurs souvent contestée par les spécialistes, je fais une petite parenthèse, entre les migrants économiques et les réfugiés politiques. C'est difficile de faire des distinguos, mais c'est pourtant deux mondes très différents. Et dans beaucoup de cas, et dans bien des cas, effectivement, on a des régimes politiques extraordinairement brutaux, autoritaires, et en même temps des gens qui souffrent d'une paupérisation économique qui fait qu'ils ne peuvent plus rester. Donc ça, c'est la réalité. Donc il essaye toujours de maintenir tout cela, en disant ensuite, quatrièmement, toujours par rapport à l'idée de l'Europe protectrice et par rapport au retour de l'État dans un monde de liberté en même temps, il faut contrôler le processus. Nous devons maîtriser ce processus. Le contrôler en amont. Cette idée, alors si possible en amont avec ces hubs, effectivement, comme en Libye, mais en tout cas maîtriser tout cela et restaurer en quelque sorte à la fois la dignité dans l'action de l'État. On va voir ce qu'il va faire pour Calais, on va voir ce qu'il va faire pour la porte de la Chapelle, etc. Et là, c'est quand même très important. Et les associations des droits de l'homme l'attendent beaucoup là-dessus. Et en même temps, bien sûr, essayer de dire, on ne peut pas, alors comme disait Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde non plus, bien sûr. Écoutez, il y a quand même quelque chose qu'on cache, pas qu'on cache, mais qui est proprement dramatique. Parce qu'effectivement, il y a cette pauvreté.
il y a ce qui se passe en Afrique et ailleurs. Mais enfin, on sait très 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 bien qu'il y a plusieurs, et je les comprends, si je suis somalien ou éthiopien ou autre, et ce n'est pas une question de régime d'économie, il y a plusieurs dizaines de millions de gens qui ne rêvent que de venir en Europe. Ils rêvent de ça. Et on ne peut, comment leur en vouloir? Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on dit je ne veux pas voir un migrant dans la rue. Très bien. Mais en France, et je ne veux pas comparer, 6,5 millions de chômeurs, 150 000 SDF, 1000 SDF morts l'année dernière. Je veux dire, ici, sur le sol français. Franchement, ça ne fait pas beaucoup les médias, ça ne fait pas beaucoup on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que là, on retrouve les vieilles divisions, pardon de vous le dire, entre la France périphérique, cette France-là qui est les laissés pour compte de l'expansion, et les bonnes élites mondialisées. Excusez-moi, mais aujourd'hui, on ne parle que de ça. Les migrants, le problème des migrants, c'est qu'il y a un vrai problème d'appel d'air énorme. Et il faut savoir, nous avons les moyens de les gérer, bravo, gérons-les. Mais s'ils n'ont pas les moyens de les gérer, il faut arrêter de se raconter des histoires. Et Macron ne va pas échapper à ce dilemme-là, comme Angela Merkel en ce moment en Allemagne, et on le voit très bien. Il faut aller en Allemagne. Si vous voulez, c'est assez intéressant le débat qu'on a là, je trouve. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on parle beaucoup de la question de fond et assez peu de sa réaction. C'est-à-dire que c'est un sujet, et c'est assez révélateur, c'est un sujet extrêmement clivant. Et là-dessus, il marche sur un fil. Et quand on disait tout à l'heure, il est au centre, etc., etc., en fait, sur ce sujet-là, il n'y a pas vraiment de centre. Il n'y a en France pas vraiment de centre, et on le voit bien dans les sondages, etc. Donc il marche sur un fil. Il ne peut pas avoir de politique trop dure, parce que du coup, on le taxerait d'être inhumain, etc. Il ne peut pas avoir non plus une politique trop laxiste, parce que ce serait ouvrir les portes à déjà se faire attaquer par les Républicains, et ce que l'on disait tout à l'heure, avec une montée du Front National, etc. Donc il marche sur un fil, et il donne des signaux qui ne sont pas contradictoires, qui sont des signaux opposés, mais pas contradictoires, et pragmatiques, alternatifs, merci, qui sont un principe complémentaire, mais qui s'adresse à deux électorats différents, lorsqu'il parle à la fois de, et c'est intéressant, dire il n'y aura plus de migrants dans les rues, c'est également dire l'immigration, ce n'est pas si mal, et au bout du compte, nous allons en partie en cacher les effets. Au-delà de avec dire... des effets économiques très positifs, avec des effets économiques. D'ailleurs, très positifs, une grande partie de l'immigration. Alors, différents selon les pays, mais c'est notre question. C'est-à-dire, nous allons cacher les effets néfastes qui font que ça fait monter le Front National, etc. Et ce qu'il fait en Libye, c'est en fait pas très nouveau. Il ne faut quand même pas oublier que l'hotspot, ça existait au temps de Kadhafi. Et que c'est seulement la chute de Kadhafi qui a entraîné la déstabilisation du régime libyen, qui a entraîné ensuite une... Donc, au bout du compte, il ne met ses pas dans une politique antérieure, il ne donne pas, comme le faisait Nicolas Sarkozy ou comme le donnait François Hollande, une connotation idéologique à cette politique. Et ça, c'est la vraie innovation de Macron sur cette question-là. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose. Je voudrais qu'on rebondisse sur le bilan des 3 mois quand même, puisqu'il s'est inquiété lui-même lors d'une réunion, pas de crise, mais de coordination politique mercredi soir avec ses proches, de dire on n'en voit pas assez de signaux sociaux. Partagez-vous la même analyse? Est-ce que vous pensez que depuis 3 mois, au regard de sa politique économique, il a penché d'un côté ou l'autre du balancier? Il y a probablement, je pense, une question d'empathie. Et je pense qu'effectivement, c'est un des sujets, par exemple, vous parliez très justement, je crois, de la question de la grande pauvreté, des STF, c'est comment, à un moment, et je pense qu'il y aura besoin de tenir un discours de ce type-là, comment est-ce que l'on résout le problème de cette grande pauvreté on en l'a pas France? beaucoup entendu là-dessus. Je crois que là-dessus, je crois que c'est faibles. quelque chose. Moi, si je devais lui dire une seule chose, je dirais, mais il faut absolument aller dans cette direction-là et tenir un discours. Pour contrebalancer ce que disait André Berkoff tout à l'heure, son image. Il a raison sur les migrants et sur les réfugiés, mais aussi c'est de faire en sorte que des gens qui vivent parfois avec 500, 700, 800 euros par mois, avec des enfants qui ne se nourrissent pas de manière convenable, etc. Ce sujet-là, il doit être dit, il doit être évoqué. D'ailleurs, l'un de ses principaux conseillers, j'allais dire officieux, qui est Jean-Paul Delevoye, lorsqu'il était encore médiateur de la République, avait fait un rapport absolument remarquable et disait il y a des tas de gens qui comptent à 10 ou 20 euros à la fin du mois et ils ne savent pas comment boucler. Et ça, je pense que par rapport à l'ensemble des sujets et par rapport à son avenir politique, pour éviter de faire monter aussi le Front National et l'extrême gauche, ce sera absolument Et même crucial. au-delà, du Front National et l'extrême gauche, de toute façon, effectivement, c'est un enjeu majeur pour lui. L'autre enjeu majeur, je vais paraître, mais ça me rappelle encore une fois De Gaulle, mais juste sur le sens des phrases, le « je vous ai compris » de Gaulle, quand il dit « je ne veux plus voir un immigré dans la rue ». Ça veut aussi vouloir dire « je vais peut-être réguler le flot d'immigrés de façon à ce qu'il n'y ait plus effectivement
Ça veut vouloir dire ça aussi. Là, on est en paradoxe total avec l'admiration de l'accueil des migrants par Angela Merkel. Et c'est 1 million de migrants. Oui, mais attendez, Donc, il dit à Angela Merkel, formidable. Oui, 1 voilà, million de mais moi, migrants, je ne fais pas etc. la même chose chez moi. Nous, en tout cas, on n'a pas accueilli 1 million de migrants. Ouais, ça, On n'a c'est pas sûr. accueilli 100 000 migrants. Non. Je veux dire, On était il à dit 33 000, ça, je on crois, est très heureux, on est à 30 000. Ouais. Donc, il faut montrer la différence entre la France et l'Allemagne. Les paroles, c'est très bien, les actes, on les voit. Dominique de Montvalon peut-il et veut-il s'adresser à la France populaire? À la France? Populaire. Oui, mais c'est complexe. Là aussi, on reprend le mot qui s'impose, mais il ne faudra pas qu'il en reste simplement au constat de la complexité. Qu'est-ce que c'est la France populaire? Par exemple, un salarié de GMS de 55 ans, lorsqu'il lui dit voilà, je vais mettre, c'est pas grave si l'usine disparaît ou liquidation judiciaire ou si vous perdez votre emploi, je vais mettre en place des plans de formation. Mais comment former des jeunes peu qualifiés avec peu de diplômes? Il y en a plein en France. Est-ce que sa stratégie de Schumpeter, un peu de destruction créatrice, la vieille industrie, la nouvelle industrie numérique, ça peut fonctionner? Je suis embarrassé par votre question, par votre remarque. Moi, je dirais quand même, il y a 2 choses qui me frappent. La première, c'est que je trouve quand même, et comment vous donner tort dans ce que vous disiez, Nicolas Tanzer, il y a quelques instants, mais en même temps, ça me renvoyait à une idée qui me frappe beaucoup depuis qu'il est au pouvoir, c'est qu'on a l'impression que sans arrêt, il y a des priorités majeures, des dossiers capitaux qui s'additionnent les uns aux autres. Il y a un moment où il va falloir quand même que, il me semble, je dis ça prudemment, mais qu'il y ait quand même des priorités là-dedans. Et pour moi, la priorité des priorités, c'est de réunir, je crois que c'est d'ailleurs ce qu'il a en tête, c'est de réunir les conditions, c'est complexe, mais les conditions d'un recul du chômage de masse. Le reste, les migrants, oui, c'est capital, et ça ne trouvera de solution qu'à l'échelle européenne d'ailleurs, mais c'est capital. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'on a évoqué, etc. Mais c'est là-dessus qu'il est attendu. Et en plus de ça, c'est là-dessus parce que c'est totalement anxiogène pour les Français, parce que c'est une promesse qu'il a faite, pas une promesse en l'air, comme ça, mais une promesse, et ce serait une rupture avec ce qu'on vit depuis 10 ans, et plus d'ailleurs, en France, absolument capitale. Et puis parce que d'une certaine manière, si ça commence à reculer, ce ne sera pas le magicien, vous employez le mot tout à l'heure, ça ne va pas être un magicien, mais si ça commence à reculer, d'abord ça rouvrira, on voit déjà qu'il y a des signaux d'optimisme, ça compte aussi la psychologie collective, ça renforcera ce qui est encore fragile, mais ce regain d'optimisme, un certain regain d'optimisme chez les Français, et d'autre part, ça ouvrira des possibilités pour résoudre les autres problèmes qu'on évoque. Si demain on se mettait à dire la grande pauvreté qui est pourtant capitale, je suis gêné de dire ça, mais oui. Bon. Benjamin Morel. Oui. Voilà. Je pense sincèrement que c'est la question capitale. C'est-à-dire, vous le disiez, puis vous y reveniez, ça va être la question de quelle va être l'évolution de la conjoncture économique. En revanche, je ne pense pas qu'il va faire du social, comme on dirait vulgairement. C'est-à-dire, ce n'est pas dans son ADN politique. Et vous parliez tout à l'heure de cette distinction France périphérique, France des métropoles mondialisées. Il est le candidat et il est le poulain de la France mondialisée et des grandes agglomérations, pas du tout celui de la France périphérique. C'est clair. Et il ne va pas envoyer beaucoup de signaux à cet électorat-là qui, de toute façon, ne votera pas pour lui. Parce qu'il est l'archétype, de tout ce que cette France-là rejette. Donc à partir de là, il a un intérêt politique assez faible pour le faire. Il a une politique économique, mais il a surtout, parce que ça, il a bien compris que les questions économiques se posaient, qu'on le veuille ou non, à un niveau européen, il a surtout une politique diplomatique. Et sa politique économique est une façon de faire de la diplomatie par d'autres moyens. Là, à quoi on assiste? On assiste, en fait, on a beaucoup parlé de coup de rabot. En fait, on a une politique économique, on verra ce qui sortira des ordonnances, mais on a une politique économique qui, pour l'instant, n'est ni novatrice, ni forcément très intéressante, qui se contente de couper des budgets. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'agit de donner des gages à l'Allemagne. Parce qu'il a bien compris... En urgence, parce qu'il a bien compris que la vraie question du point de vue de la croissance économique, c'est le rééquilibrage des fondamentaux économiques avec l'Allemagne. Avec une Angela Merkel qui apparaît, alors peut-être est-ce la période un peu plus ouverte, pour lancer des plans d'investissement, pour éventuellement discuter de l'euro, parce que c'est un sujet économique majeur. L'euro n'a jamais été aussi haut. L'euro n'a jamais été aussi haut. Et ça, c'est bon pour l'économie allemande, c'est très mauvais pour notre économie. Donc il y a une nécessité de revoir les fondamentaux de l'économie au niveau européen. Pour ça, il faut négocier avec l'Allemagne
Pour ça, il faut donner des gages à l'Allemagne. Et donc, il faut être en dessous des 3%. Et voilà. Et c'est pour ça que moi, je dirais, alors je ne dis pas qu'il y a eu un deal, mais il ne m'étonnerait pas quand même que l'enthousiasme de Emmanuel Macron pour la politique des migrants de Merkel est aussi indexé sur le fait que soyez un tout petit peu indulgents avec nous par rapport à l'euro et par rapport au reste. Mais je crois qu'il y a plus loin. Quand vous dites, effectivement, c'est évidemment le candidat des métropoles mondialisées, et c'est très bien, celles qui font marcher l'économie, et pas du tout le candidat de la France périphérique, on a bien compris. Le problème, c'est qu'on a l'impression que, évidemment, quand tout genre, on se dit, bon, c'est un monde qui ne va pas bouger. Mais vous savez, quand vous voyez des retraités aujourd'hui à 1 200 € par mois, et il y en a des millions, ou 1 300 € qui vont se voir ponctionner de 100 à 150 € par mois. 100 à 150 € par mois pour quelqu'un qui en gagne 1 200, c'est quelque chose. Et là, vous avez quelque chose, alors là, c'est les retraités. S'ils commencent à additionner un certain nombre de gens qui, effectivement, ne sont pas ces électeurs, et je suis d'accord avec vous, ne le sont jamais, simplement, eux, ils ont une manière aussi de réagir qui ne sera pas une petite réaction pacifique. Et il faut faire très attention à ça. Et c'est là où il faudra, je crois, répondre par rapport à votre préoccupation que vous avez exprimée sur cette catégorie électorale, les retraités au dos. Il va falloir répondre. C'est-à-dire qu'il faut dire effectivement, on va peut-être d'un côté vous ponctionner 120 € ou 150 € en plus, mais de l'autre côté, vous allez avoir... Qu'est-ce qu'on amène ? Et je pense que toute la négociation, c'est ça. Maintenant, je voudrais juste rappeler quelque chose. Je pense que la ligne directrice de Macron, elle se trouve dans un de ses propos qu'il a tenus le soir du 7 mai. Le soir du 7 mai, il a dit « Mon objectif, dans les 5 années qui viennent, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul Français qui s'y ait voté pour le Front National ou pour l'extrême gauche, qui ait des bonnes raisons de le faire. Empêcher que les gens aient les moindres raisons de voter pour ces partis-là. » Et je crois que ça, alors c'est placer la barre très haut. C'est placer la barre très haut. C'est placer la barre très haut. D'atteindre l'objectif, c'est l'économie. Et c'est largement, c'est l'économie, c'est la position, et c'est aussi effectivement le compromis social, le contrat social, le contrat fiscal d'une certaine manière. C'est-à-dire quel va être l'équilibre par catégorie. Est-ce que les gens vont y gagner ou pas ? Pourquoi il faut qu'il soit clair. Le problème aujourd'hui, on en a parlé, on va pas revenir à la pédagogie. On est qu'à 3 mois, mais dans les 6 mois, il faudra qu'il le soit. Ce qu'il fait. Bien sûr. On ne va pas le condamner maintenant, évidemment, il est là depuis 2 mois et demi. Mais qu'il dise ce qu'il fait, qu'il l'annonce, qu'il le prépare, qu'il l'enseigne. On ne sait toujours pas ce qu'il y a dans les ordonnances, par exemple. Ça tarde beaucoup. Exemple de ce que vous dites, on ne sait toujours pas ce qu'il y a dans les ordonnances de cette loi travail. On ne le sait pas encore. On sait globalement quand même. On connaît la ligne directrice. On sait globalement, mais cette question des ordonnances, elle est intéressante. C'est-à-dire qu'il y a eu, de la part d'Emmanuel Macron, la volonté de ne peut-être pas aller aussi loin qu'il aurait pu et de ne surtout pas aller aussi vite qu'il l'aurait voulu. C'est-à-dire qu'il a beaucoup tardé sur ces ordonnances. Le bon tempo pour les ordonnances, ça aurait été qu'elles paraissent maintenant. Oui. Vous mobilisez personne dans la rue, quelle que soit la valeur qu'on puisse accorder à ces ordonnances ou leur importance, vous ne mobilisez personne dans la rue au mois de juillet, pas les étudiants, ça c'est certain, et encore moins les salariés. Donc du coup, il fallait que ça paraisse maintenant, c'est pour ça qu'il fait des ordonnances. C'est pour éviter que la mayonnaise monte à l'Assemblée nationale, qu'on ait des manifestations. Il a perdu cette bataille du temps. Donc il y a chez Emmanuel Macron, je dirais, une sorte de schizophrénie. D'un côté, vous avez cette volonté, comme vous le disiez bien, d'unir tout le monde et qu'il n'y ait pas une seule personne qui ait le moindre raison de voter pour le Front National et l'extrême gauche. Et de l'autre côté, vous avez cette méthode autoritaire qui vise à imposer. Donc d'un côté, on parle avec les syndicats et on leur laisse la capacité de bloquer le projet, en tout cas avec les négociations, de retarder le projet jusqu'en septembre. Et en même temps, on fait passer des ordonnances qui, bien sûr, crispent un peu plus l'opinion, qui a été privée de débats parlementaires et qui crispe d'ailleurs une partie des députés, mais on y reviendra. Il ne cherche pas, me semble-t-il, à unir tout le monde. Il cherche à éviter que tout le monde soit dans la rue. Quand même très différent. Mais là, il a perdu, visiblement. Oui, alors, mais... On verra. La rentrée, mais il y a une question de tempo qui est... Je ne vous paraphrase pas, je partage tout à fait votre avis. Il y a une question de tempo qui n'était pas ce qu'on imaginait et ce qu'il laissait entendre. Quel sera le rendez-vous, l'état du rendez-vous, l'état d'esprit des syndicats ? Alors, en septembre, voilà, quand on saura vraiment à quoi s'en tenir, il y a 2 hypothèses qui sont mauvaises. La première, c'est que le contenu, le libellé des ordonnances soit tel que ça ne provoque pas, en dehors de la CGT et de ses amis, de manifestations de masse, mais qu'on dise tout ça pour ça. Que ça paraisse du Hollande. Voilà, je vais le dire un peu de façon provocatrice. Et l'autre cas de figure, c'est que finalement, ces ordonnances soient à la hauteur du défi qu'il s'était fixé, qu'il avait proposé aux Français au moment de l'élection présidentielle. Et que finalement,
y ait des rassemblements massifs alors qu'on aura discuté interminablement avec les syndicats. Et là, il est perdant d'une autre façon. Donc là, il y a un jeu aussi, vous parliez tout à l'heure d'être sur le fil que pour les migrants, mais c'est le propre de quelqu'un qui se situe non pas au centre, mais... Alors, justement, en un mot, alors c'est une étude comme une autre, mais un rapport Natixis explique que finalement la politique menée en France n'est pas du tout libérale. Elle dit qu'on modifie à la marge la fiscalité, les règles du marché du travail, les dépenses publiques, mais qu'on ne réfléchit jamais à des réformes complètes. Est-ce qu'à force, c'est ce que vous disiez, de préserver les équilibres entre les uns et les autres, on risque pas d'engendrer une forme d'attentisme de nature à décevoir ceux qui aspirent à un progressisme un peu plus véloce, quoi? Il faut quand même dire qu'en France, il y a peu de libéraux. C'est-à-dire, c'est une réalité, qu'on la regrette ou qu'on en soit content, il y a peu de libéraux au sens où on peut l'entendre, dans le monde anglo-saxon notamment. En France, vous avez différentes teintes d'étatisme. Je reviens sur STX rapidement. Elles sont intéressantes, les remarques sur STX. Il a été approuvé sur tous les bancs. Pas forcément pour des raisons, pas forcément pour les mêmes raisons. D'un côté, vous avez la droite qui défend, comme Sarkozy nationalisant Alstom, appuyant Alstom, qui défend cette idée des biens nationaux, d'une sorte d'indépendance stratégique de la France. De l'autre, vous avez la gauche, et notamment Jean-Luc Mélenchon et France Insoumise, qui dit les salariés, les salariés. Donc, il y a différentes teintes d'étatisme en France, et l'option libérale, au sens, je dirais, pur, elle existe en France, bien évidemment, elle est quand même très limitée.